Déjà, j'aurais remercié les membres fondateurs du Doutan qui sont présents dans la salle. Merci en tout cas pour leur participation. Ça a vocation en tout cas de pouvoir instruire les sujets. On est sur un sujet de maîtrise des dépenses technologiques, de la souveraineté numérique. La genèse du projet part du manifeste écrit par Sylvain, parce qu'aujourd'hui on est confronté, en tout cas les entreprises et l'administration sont confrontées à des dépenses technologiques croissantes. On l'a évoqué ce matin, souvent invisible, donc il faut aller déterminer cette définition, il faut pouvoir la trouver. Elle s'accentue cette dépendance par la concentration des marchés. On a évoqué le cas VMware, mais voilà, et ça fait partie de l'évolution en fait du monde et de l'écosystème du numérique. Et puis il y a aussi d'autres facteurs qui viennent s'ajouter, les hausses tarifaires imprévisibles, les causes contractuelles abusives. Donc ce Doutank, c'est un espace d'action et d'expérimentation qui permet aux décideurs, aux achats, aux juridiques, à tout responsable rôle de travailler ensemble. Et j'insiste là-dessus, et c'est bien cette intelligence collective que nous, en fait, on s'est proposé d'animer, d'orchestrer au travers d'un certain nombre d'ateliers thématiques pour pouvoir réfléchir à quelles pourraient être les solutions à proposer à ce discours aujourd'hui qui est lié beaucoup à l'investissement, beaucoup à la promotion en fait, des entreprises, des startups, de la mise en place de l'écosystème. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de travailler sur le niveau plus opérationnel et d'essayer de trouver des solutions, en tout cas de faire des propositions pour agir dès maintenant. En ne prétendant pas forcément résoudre tous les problèmes, hein, bien sûr, mais bien d'essayer d'analyser les situations, de mutualiser les approches, et on va en parler par la suite, pour structurer des solutions actionnables. On l'a vu sur la table ronde d'ailleurs, le sujet il est vaste. Il y a pas mal de façons de prendre la thématique, que ce soit sur l'angle de la souveraineté ou des dépendances technologiques ou contractuelles. Est-ce que tu peux revenir sur le constat qu'on fait, que tu as fait en lançant Doutank, et surtout finalement la nécessité un peu de mise en commun qu'il y a potentiellement autour. Alors peut-être pour un petit peu juste par rapport au travail du Doutank, le manifeste soulevait en fait 4 axes en fait, hein, et l'idée de travailler sur ces 4 axes-là et notamment, et ça a été très très bien illustré sur la table ronde précédente, connaître, mesurer sa dépendance. Et c'est vrai que l'impact, hein, je citerai de plus en détail là, cette fois-ci le cas d'Harvest, qui est une société française qui a subi une cyberattaque et qui a mis à mal l'écosystème de la gestion de patrimoine pendant quelques semaines. C'est-à-dire que chaque client n'avait plus de ressources en fait, informatiques et il n'y avait pas de solution. Mais c'est surtout Harvest qui, au travers de cette cyberattaque, n'était peut-être pas préparé sur un plan B, sur sa résilience, et derrière a eu cet impact de la même manière que lorsque CrowdStrike a introduit une mise à jour qui a mis à mal l'écosystème, enfin plutôt l'informatique mondiale. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels aujourd'hui on est obligé d'y faire face. Donc cette dépendance-là, elle se traduit de plusieurs manières. Elle peut être effectivement une dépendance par rapport à un écosystème qui est proche, tout comme effectivement des outils qui, par le biais d'une faute, on va dire professionnelle ou d'un problème de qualité, introduit en fait des incidents sur lesquels les entreprises doivent faire face. Un autre axe, c'était de partager l'expérience IHIT, on en a parlé, et c'est des sujets qu'on a déjà soulevés, hein, licence perpétuelle versus souscription. C'est des sujets, c'est des choix à faire, la durée d'engagement, le sujet des achats mutualisés. On sait qu'aujourd'hui, le secteur public s'organise là-dessus. Hein. Je prends comme exemple les agglomérations de communes qui parfois font des achats communs. Ça prend du temps de se mettre en commun, mais derrière, c'est aussi pour adresser des sujets de financement et de permettre d'aller un peu plus loin. Référencer les pratiques abusives, et ce n'est pas uniquement que le cas VMware, mais c'est aussi l'hégémonie de ces GAFAM qui viennent imposer un certain nombre de choses. On devient trop dépendant. Les suites, aujourd'hui, qui n'utilisent pas Microsoft Office, mais voilà, et derrière cette habitude, la réglementation évolue et il y a des choses effectivement sur lesquelles il faut le traiter, et notamment le sujet de réversibilité, qui sont toujours des clauses. Et je suis content de rendre ce matin qu'effectivement on travaille sur ces clauses de réversibilité, mais en général, c'est vrai que dans les contrats, elles sont quand même très petites, pas détaillées, parce qu'on ne pense jamais à la sortie en fait du produit. Et puis soutenir et valoriser les initiatives innovantes, on aura le cas dans les tables rondes suivantes d'en parler,
mais valoriser les retours d'expérience. Et ça aussi, c'est ce qu'on est allé chercher. On a ces témoignages de l'URSSAF, de la CNAM, qui nous ont dit de quelle manière ils ont travaillé pour la sortie d'un certain nombre de produits. Je peux les citer, Oracle ou SAS. Et puis aussi de donner de la visibilité sur des solutions alternatives. On a beaucoup parlé de l'open source. Et ça fait partie des sujets qu'on va traiter en fait par la suite. Pour répondre à ta question, Dorian, maintenant, sur le sujet de par quoi on a commencé, quand on regarde ce sujet, on trouve beaucoup de choses. Tout a été dit, je ne vais pas y passer en fait là beaucoup de temps, sur ces sujets-là. On retrouve un peu tous ces mots-clés, résilience, souveraineté, GAFAM, cloud souverain. Enfin voilà, donc c'est des choses qui reviennent souvent. Donc on prend déjà sous un angle parfois technique, plan de continuité d'activité. Mais là, il y a un mot, en tout cas, moi, qui m'a sauté aux yeux, qui n'est pas là, c'est le sujet des compétences. Parce qu'aujourd'hui, pour adresser ce sujet-là, il faut aussi avoir des compétences disponibles. Et ça fait partie des choses qu'on a aussi retrouvées dans nos échanges dans les ateliers. Un autre sujet en faisant les recherches, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui a existé depuis ? En tout cas, de quelle manière, voilà, moi j'ai toujours entendu dans ma carrière le sujet d'utilisation des logiciels libres, des circulaires de l'État ou de favoriser et que l'État montait, en tout cas l'exemple, doit être exemplaire. On voit que ces initiatives, elles existent depuis longtemps. Et ça aussi, c'est quelque chose aussi qui a un marqueur fort. Est-ce que c'est un sujet d'inertie? Est-ce que c'est un sujet politique? Est-ce que c'est un manque de leadership de la part de nos organisations? Mais toujours est-il que ces initiatives, elles sont là, elles sont présentes. On a évoqué ce matin le sujet des data space. Voilà, on a Rostack qui s'est effectivement lancé l'année dernière avec un manifeste qui a été un livre blanc qui a été produit le mois dernier. On voit bien qu'il y a bien en fait des actions, on peut parler d'initiatives, mais qui ont besoin probablement d'être illustrées, en tout cas d'être renforcées par ce côté un peu plus opérationnel des entreprises. Aujourd'hui, ça reste à un niveau effectivement vraiment de haut niveau, qui manque peut-être un petit peu de dire maintenant il nous faut trouver quelques champions, quelques leaders pour aller illustrer la faisabilité de ce qui peut être décrit dedans. Et c'est fait partie des... Voilà. Mais quand on voit ça, on dit qu'en fait, on n'est pas en retard, on est probablement un peu lent, notamment parce que ça a été cité ce matin, de dire qu'on était peut-être en ordre dispersé. Et là, effectivement, j'espère qu'effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir effectivement ramener, en tout cas, et se dire qu'on va être vraiment pour travailler dans un système plus collectif. On a effectivement, tu l'as cité, demandé à l'URSSAF, qui est un des participants actifs de DoTank, de réagir sur ces questions. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son intervention de Jean-Baptiste Couroupe, donc le DSI de l'URSSAF CARS National, où il revient sur pourquoi il s'engage et pourquoi cette préoccupation à son niveau autour des dépendances technologiques. Je crois que pour moi, le vrai sujet de la souveraineté, c'est de dire, de ne pas être trop dépendant, c'est de dire j'ai le choix. Et si j'ai le choix d'aller avec quelqu'un, j'ai le choix d'en sortir aussi. Donc ça, c'est un élément très important, et notamment face aux pratiques commerciales que l'on peut observer aujourd'hui, évidemment, qui nous posent problème, puisque l'un des points sur lesquels on doit constamment lutter lors de nos renouvellements de contrats, c'est d'être en capacité de pouvoir faire face à des augmentations régulières, et aujourd'hui qui ne nous semblent pas justifiées, et qui ne correspondent pas à une réelle valeur apportée par l'éditeur au vu des usages qu'on en fait. Jean-Baptiste est effectivement assez tranchant. C'était pour juste vous donner une idée de le parti pris qu'ils ont et de ces participants au DoTank, de la façon dont ils se projettent dans la nécessité de l'action. C'est bien parce qu'il y a un sentiment aussi d'urgence aujourd'hui, en 2025, à agir. Comment tu articules aujourd'hui dans ces échanges cette question ? On a travaillé sur cette définition justement avec le groupe et je remercie Jean-Baptiste qui n'a pas pu te prendre avec nous, mais d'avoir pu témoigner. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la liberté de choix. Et ça, c'est vraiment important. Ce qu'on a travaillé, c'est par rapport aux différents axes, c'est de se dire comment est-ce qu'on mesure cette dépendance, mais sur quels critères? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? On a beaucoup parlé de résilience, on a pas beaucoup parlé de coûts, mais en fait, on a identifié beaucoup d'autres critères qu'il faut probablement prendre en compte, qu'on a catégorisés en 4 domaines: les risques, l'écosystème, l'adoption et l'acculturation et l'architecture. Donc tout ça, en fait, je pense que je vous apprends rien. Par contre, c'est qu'on vient formaliser un petit peu plus des sujets comme la criticité des processus métiers.
À quoi ça sert de trouver une solution à un plan B si en fait je n'ai pas vraiment besoin de trouver un, puisque mon processus n'est pas critique. Donc il faut se poser déjà la question de pourquoi le remplacer. Est-ce qu'aujourd'hui je dois, en termes de risque, surveiller, comme ça a été dit, la stratégie éditeur en mode plateforme, parce que derrière ça va m'emmener peut-être d'ici à 3 à 5 ans sur des coûts plus importants et d'acheter des produits qui ne me servent à rien, puisque effectivement je ne vais pas les utiliser. C'est pour vous donner des exemples là-dessus. Sur la partie d'écosystème, je parlais de compétences, je réinsiste dessus, c'est vrai que ça fait partie des sujets. Dès lors qu'on doit utiliser des solutions alternatives, soit de type open source, soit autre, il faut avoir ces compétences disponibles. Donc il faut former les personnes. Ça va amener des sujets de revalorisation, de formation des personnes. Vous avez probablement dans vos équipes des personnes qui doivent se réapproprier des nouvelles technologies. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent être prises en compte aussi dans l'équation. Le dynamisme du marché, aujourd'hui on voit bien que ça va très très vite, parce que l'intelligence artificielle et tout ce qu'on voit autour est un exemple aujourd'hui où ça va extrêmement vite. Peut-être que l'investissement que vous allez faire aujourd'hui ne sera plus valable dans quelques mois. Voilà. Je ne reviens pas sur la protection des données, qui sont des choses qui sont aujourd'hui évidentes, qui sont les premiers sujets. Sur la partie adoption-acculturation, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a celui qui est vers le haut, l'acculturation du COMEX. Ça a été effectivement évoqué par Catherine Mayotte ce matin. Un COMEX qui vient donner les moyens de prendre le risque. Je pense que c'est peut-être la première fois que j'entends aujourd'hui ce discours-là. Ce n'est pas forcément aujourd'hui dans l'ADN de l'ensemble des entreprises de dire je vais effectivement pouvoir donner les moyens de prendre le risque ensemble, parce que le DSI ne peut pas être tout seul. C'est aujourd'hui un peu aussi le combat de l'exemple qu'on a avec Jean-Baptiste, qui aussi, lui, mène ce chemin d'acculturer son COMEX pour prendre conscience que si demain, il faut sortir un produit qui est utilisé par les directions métiers, il faut que les directions métiers soient partie prenante de ce changement. Il ne peut pas le faire tout seul. Il y a des sujets très techniques. Si on prend l'exemple du cloud, effectivement, c'est complètement transparent et l'entreprise va continuer à fonctionner sur cette technologie sans problème. Mais dès lors qu'il va falloir travailler sur le changement d'un outil qui est utile au métier demain, là, c'est effectivement une acculturation, une prise de conscience et un accompagnement au quotidien. Et de la même manière, cette adoption, elle doit aussi être au niveau des usagers ou des utilisateurs. Parce qu'eux sont habitués à un autre mode de fonctionnement, à un autre mode d'apprentissage. On voit aussi, voilà, enfin, je posais parfois la question à l'Assemblée, est-ce que, effectivement, aujourd'hui, vous seriez prêt, si vous êtes un adepte de l'iPhone, est-ce que demain, vous seriez prêt à changer de téléphone et partir sur une solution souveraine ? C'est ce genre de choses. Aujourd'hui, la difficulté, en tout cas de l'entreprise, c'est bien aussi de faire adopter des nouvelles solutions, de nouvelles méthodes de travail. Ça prend du temps, ça rentre dans des sujets de coûts de transition et ça rentre dans une bonne connaissance de la maîtrise de tous ces paramètres. Et puis, le dernier point, c'est vraiment l'architecture, où c'est ce qui est le mieux maîtrisé, je pense, au sein des entreprises. On a évoqué le sujet make or buy. En fait, la solution, peut-être, c'est d'avoir un mixte make and buy. Et là, on a commencé à se dire de favoriser les conditions, et sur quels critères, utiliser le maximum de standards, travailler sur des briques spécifiques, justement, et d'essayer de, toujours dans cette notion de criticité, voire de vitalité, en tout cas, des processus, d'axer, en fait, une stratégie, en fait, d'architecture qui va permettre de sortir plus facilement ou de trouver une alternative, une solution. Parfois, quand tu n'as pas, il faut probablement créer cette alternative. Et c'est important de pouvoir l'ancrer dans une stratégie long terme. C'est vraiment des choses qui ressortent, se dire, il faut avoir une vision, et c'est plus qu'une vision en fait, d'un stratégie numérique, c'est bien de se projeter sur une tendance, sur de la prospective à quasiment 2, 3, 4, 5 ans. Et bien sûr, les grands piliers de cette architecture, c'est l'interopérabilité, la réversibilité, la résilience. Je citerai peut-être le cas aujourd'hui, pour avoir discuté très rapidement ce matin de l'éditeur Atlassian. Moi, je me suis confronté au moment de la dissolution dans le cadre des jeux à missionner quelqu'un de mon équipe pour aller extraire toutes les données manuellement parce qu'il n'y avait pas d'outils faciles. En tout cas, il n'y avait pas de fonctionnalité dans les produits Atlassian pour faire une extraction automatisée. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles, voilà, de bien identifier jusqu'au niveau du produit, de se dire, si demain je dois récupérer l'ensemble des données, comment je m'y prends? C'est des sujets de réversibilité. Ça a pris quand même quelques semaines à la personne de pouvoir tout extraire. On avait quand même quelques projets pour pouvoir effectivement être autonome par la suite, en tout cas redonner ces données
derrière pour les autres prochains comités d'organisation. Il y a un sujet sur lequel il y a eu un focus aussi particulier, on en a parlé un peu ce matin, les enjeux liés à l'acte d'achat, aux appels d'offres, à la commande publique qui ont été explorés, donc sur lesquels on a challengé aussi les participants. Peut-être avant que tu reviennes dessus, on peut écouter le témoignage également de Jean-Baptiste Courouble de URSAF sur cette question, parce qu'on lui a posé la question, comme Sylvain le disait en ouverture, on entend beaucoup de choses de l'extérieur sur la réalité, et quelles sont les marges de manœuvre exactes autour de la commande publique. On lui a posé la question. Traditionnellement, avant, on avait les critères techniques et les critères financiers. En gros, c'était un rapport, on va dire 50-50, 60-40, peu importe, hein, suivant les sujets. Depuis peu sont apparus les critères RSO. Donc, les critères RSO rentrent dans l'évaluation des offres, des appels d'offres que l'on fait vis-à-vis de nos partenaires. Alors, à hauteur de 10-15%, eh bien, on pourrait très bien mettre en place des critères de souveraineté. Là aussi à hauteur de 10-15%, en ramenant une note globale à 100, mais qui permettrait du coup de peser sur le choix final qui sera fait dans le cadre de cet appel d'offres. Ce qu'on peut dire très clairement, lorsqu'on a une exigence SecNumCloud, on peut la stipuler au niveau du dossier de consultation des entreprises, c'est-à-dire dans l'appel d'offres en tant que tel. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dire. En revanche, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas être discriminatoire en disant « je ne veux pas d'une entreprise américaine », par exemple, ou « je ne veux pas d'une entreprise qui ne serait pas française ». Ça, c'est évidemment pas possible. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est non pas dans l'appel d'offres, mais dans ce qu'on appelle le RAO, le rapport d'analyse des offres, on peut mettre des critères qui vont permettre de dire quel est le type d'hébergement qui est proposé pour les données. Est-ce que c'est en Europe, en France, ailleurs, avec quelle norme de sécurité, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on peut demander dans la réponse à l'appel d'offres. Et ensuite, ça servira à noter cette réponse. Le tout, c'est de publier au préalable ce rapport d'analyse des offres, c'est-à-dire en tout cas les critères qu'on va utiliser pour qu'on soit complètement transparent sur la manière dont on va analyser l'offre. Donc ça, c'est très important. Il faut rédiger un modèle de rapport d'analyse des offres avec tous les critères qu'on va utiliser. Il faut le publier et ensuite on va pouvoir l'utiliser. Et donc là, on va pouvoir y mettre des choses du style « je veux que les données soient à ma vue », c'est-à-dire qu'il faut mon autorisation pour pouvoir les donner à d'autres. « Je veux qu'il y ait un hébergement de ce type-là ». Je veux qu'il y ait une sécurisation, alors qui peut être de niveau SecNumCloud, mais qui peut être aussi sur des niveaux intermédiaires, etc. Donc il y a tout un tas de critères qu'il est possible de mettre dans l'analyse des offres. On a la preuve là, effectivement, qu'en tout cas de ce passage à l'action, il est possible, qu'il y a déjà des choses qui se font, on en a cité quelques-unes, et qu'il y a surtout une volonté de mettre en commun et pratique, de sortir un peu de la confusion, du trouble, des approximations qu'il peut y avoir, et surtout de partager des pratiques effectives. Oui, c'est un sujet qu'on a abordé et qu'on a juste démarré sur ce critère d'achat complémentaire. C'est que aujourd'hui, les entreprises, comme l'a dit Jean-Baptiste, ont intégré ce référentiel d'achat de critères RSE. Nous-mêmes, dans le cadre des jeux, on l'a aussi fait. On était même monté jusqu'à 25% de la note pour pouvoir choisir des entreprises qui étaient vraiment engagées dans un achat responsable. Et cette approche, en fait, elle a été vraiment assez débattue pour y ajouter de quelle manière on va pouvoir évaluer et noter ces entreprises dans ce cadre-là. Ce ne sont pas des critères aujourd'hui définitifs, c'est plutôt des axes de réflexion parce que je rappelle qu'il faut que ces critères soient mesurables, transparents et qui doivent faire l'objet en fait d'une analyse objective. Donc c'est pas forcément évident, il faut que ce soit dans le cadre de la commande publique, il faut que ce soit non discriminant. Cependant, ce qu'on a, nous en tout cas, commencé à regarder, c'est de se dire par quel moyen on peut aller détecter quel est le profil de l'investisseur au travers de l'axe de la souveraineté. La localisation de la R&D, des développements, de la maintenance, souvent les entreprises viennent externaliser un petit peu leurs services. Ça fait partie des critères, c'est des choses qui sont déjà, de ma connaissance, qui peuvent être intégrées dans un appel d'offres. Et tous les sujets de conformité et réglementation, toujours en lien avec la protection de données,
on ne peut pas exiger que les données soient localisées en Europe, mais on peut en tout cas poser la question différemment, peut-être de se dire quelle est votre stratégie en termes de région sur la partie cloud, et à partir du moment où ils viennent couvrir le monde entier, vient peut-être favoriser de se dire je peux potentiellement héberger mes données en Europe. Voilà, c'est toute une question de comment on tourne les choses sous un autre angle de vision. Sur l'aspect stratégique, de l'éditeur, en fait, la transparence de la politique commerciale, c'est hyper important de voir effectivement, et c'est peut-être fait partie des critères d'exigence de donner de la visibilité sur l'évolution en fait, des pratiques tarifaires, en tout cas à l'avance. Le positionnement sur le marché, et là, on va refaire au sujet du Gartner et de son cadran, voilà, de quelle manière aujourd'hui, dans quel segment il peut se situer, est-ce qu'aujourd'hui ils sont dans une position dominante, et donc avec un risque derrière, de se dire qu'on va avoir du mal à en sortir. Et puis, dans ces sujets stratégiques, la criticité des usages. Est-ce que les produits, et on parlait de dire qu'on ne peut assumer et accepter une dépendance vis-à-vis d'une technologie, à partir du moment où on sait à quoi elle sert, je pense, et de se dire qu'effectivement, ces aspects-là sont critiques, donc ça veut dire de quelle manière j'assure mon alternative. Et puis, sur le plan technique, outre la réversibilité et l'interopérabilité, qui doivent faire partie vraiment de la solution, de quelle manière, et de faire accepter par les différents éditeurs, de dire vous pouvez sortir facilement dans le produit pour telle ou telle raison. Ça fait partie des sujets de la maturité de l'offre éditeur. L'interopérabilité, c'est important, c'est des notions qui sont liées à l'architecture de l'entreprise. Et puis le degré d'ouverture du code source. Là aussi, c'est un point qui permet potentiellement de pouvoir amener des solutions aujourd'hui sur la base de l'open source ou d'autres types, et de se dire, voilà, aujourd'hui, Microsoft est une vraie boîte noire. Je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde est à l'aise avec ça, mais peut-être que derrière, il y a peut-être des sujets à aller ouvrir. Et si demain, on arrive à déterminer ce critère-là, peut-être que ça va favoriser en tout cas ou amener d'autres solutions émergentes pour répondre et qui seront mieux répondre que les grands sur le sujet. Alors, tu l'as mentionné, on est au début de l'aventure. Sur ce sujet-là, cette Independence Tech Day, c'est un point de rencontre pour commencer à un point d'étape, mais il y a encore beaucoup de travail qui nous attend. Quelles sont les prochaines étapes, justement, sur quoi on va avancer? Alors, comme je l'ai dit, on essaie de rester à un niveau très opérationnel des choses. Donc, on essaie de rendre concret, d'avoir des solutions très pragmatiques, et donc de pouvoir aller identifier. Et on reste dans cette continuité de ce que je vous ai écrit depuis tout à l'heure. Le partage des retours d'expérience. La porte est vraiment ouverte à tout partage et retour d'expérience que vous avez pu vivre, que ce soit des succès ou des petits succès, des demi-succès. L'idée étant plutôt de se nourrir de tout ça, de ces pratiques, et de faire émerger potentiellement un standard, ou de se dire de quelle manière on peut arriver à faire les choses. Je vous ai montré un petit peu ces critères de ce que nous, on appelle plutôt de notre côté la boussole numérique, ou le cadran de la maîtrise de confiance, pour aller effectivement permettre aux entreprises de s'auto-évaluer sur la dépense technologique, d'y ajouter vraiment ce 360 qui permet de mesurer à quel point on est dépendant ou pas. Peut-être que ce n'est pas critique aussi. Voilà, c'est toujours aussi de se placer sur de quelle manière effectivement elle se traduit. D'identifier les critères d'achat mesurables, je n'y reviens pas, mais je pense que c'est un des points essentiels pour aider les gens à pouvoir identifier les solutions. Parfois, ces solutions, elles sont méconnues, mais il faut effectivement aller les chercher. Et ce qui me vient sur le point d'après, c'est que parfois, il faut pouvoir aussi, de la même manière que fait le secteur public, identifier les conditions d'une mutualisation de la commande. Tout seul, peut être compliqué de négocier. À plusieurs, on devient un peu plus fort. Et là, il y a des exemples, en tout cas, et pourquoi pas ne pas demain créer, de la même manière qu'il existe l'économie sociale et solidaire, peut-être une économie solidaire numérique ou une économie de confiance numérique. Là, il y a peut-être des axes de réflexion qui rejoignent un petit peu aujourd'hui, en tout cas, les propositions qui peuvent être faites et qui peuvent être menées au travers d'une loi. Et puis, enfin, moi, ce qui me semble important, c'est de donner les clés de lecture de comment on le fait. Et à tout niveau. Comment est-ce que j'argumente une défense, une stratégie numérique auprès de mon COMEX? Comment effectivement je commence à établir un programme de transition? À quoi je dois penser? J'ai parlé des compétences tout à l'heure. Il y a des coûts de transition. D'avoir vraiment quelque part l'ensemble des points directeurs, pas juste dire qu'il n'y a qu'à migrer et ça va bien se passer. C'est bien de réunir les conditions dans lesquelles ça doit se réaliser. Et là, ça fait partie aussi des appels à contribution, et on est réfléchi pour justement pouvoir proposer et partager au sein de la communauté, de dire c'est possible,
avec peut-être un défi qu'on a avec que nous a posé Jean-Baptiste lors de la dernière réunion, c'est de dire je voudrais sortir Microsoft moi de mes assets technologiques, comment je fais? Et là, ça vient à poser le questionnement. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'URSSAF ou même de la CNAM, ils utilisent par exemple le moteur Word pour faire de l'éditique. Donc, c'est pas remplacer juste Microsoft ou Word, c'est de remplacer le moteur qui va créer les courriers derrière. Donc, c'est des milliers et des millions de courriers. Voilà, donc c'est pas du tout, c'est une approche plutôt de migration technologique, assez classique, mais dans un contexte d'enjeux liés à la souveraineté. On a effectivement des rendez-vous en juillet qui arrivent. On va prendre une petite pause estivale en août, mais on continuera également le travail en septembre. On a également un asset qui va sortir en octobre, qui résumera à la fois les travaux, le travail journalistique qui est mené par le média sur cette partie-là également. Avant peut-être de rendre le micro à Sylvain et aux autres intervenants, aux autres participants pour entendre leurs témoignages, on a aussi posé la question à Jean-Baptiste Courouble sur le message à passer vis-à-vis des autres acteurs et avec qui il fallait cranter finalement au niveau de l'écosystème pour aller plus loin. Donc je vous propose d'écouter sa réponse. Merci. Il faut pouvoir suffisamment sensibiliser les décideurs pour qu'ils aient conscience qu'à un moment donné, une trajectoire d'un DSI, c'est certes apporter de la valeur métier, mais c'est aussi d'avoir une feuille de route en soi sur la stratégie numérique. Donc du coup, il y a une nécessaire acculturation sur ces sujets-là, en disant « mais vous êtes partie prenante parce que dès lors qu'on est dépendant d'un éditeur, ça veut dire que concrètement, on doit suivre la stratégie de cet éditeur et qu'on ne pourra pas faire ce que vous avez envie de faire. Donc je pense qu'en tant que direction métier, vous avez aussi des volontés de faire peut-être des choses selon votre propre trajectoire. On ne peut pas le garantir quand on est dépendant d'un éditeur, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, évidemment, il y a la sensibilité sur la protection des données. Et puis le troisième point qui me paraît très important, c'est que les éditeurs ayant une politique aujourd'hui commerciale qui est très agressive, donc ça veut dire que ça va venir amputer nos budgets qui sont fixes, amputer, et donc au plus je donne de l'argent à l'éditeur, au moins je suis capable de développer de la valeur métier pour les directions métiers. Et donc ça, il faut sensibiliser les directions métiers en leur disant « vous devez vous associer à nous pour lutter contre ça ». Je pense, et d'ailleurs je suis parfois étonné que les entreprises de services numériques ne réagissent pas plus à ça. Alors je comprends bien qu'ils ont parfois des contrats avec certains éditeurs, et ça se comprend, c'est aussi une partie de leur business, mais par ailleurs, il faut bien qu'elles aient conscience, et moi je leur dis, que si les budgets que je suis capable de leur donner sur nos projets diminuent, c'est parce que j'en donne plus aux éditeurs. Donc quelque part, ils sont aussi bernés dans cette affaire-là, puisque concrètement, toute la valeur financière, elle va aller chez les éditeurs au détriment à la fois du client et de l'ESN. Et il me semble que donc il y a nécessairement des alliances et un travail à faire en commun avec les ESN pour justement pouvoir réduire cette dépendance technologique.